Et salut la compagnie CKM, bienvenue dans notre rendez-vous mensuel au coin de la Forge. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Leki avec moi qui va échanger sur son parcours. Salut Leki, comment vas-tu? Écoute, ça va pas mal, ça va pas mal. Ça va pas mal. Alors Leki, peux-tu te présenter rapidement? Ma foi. Donc, on me surnomme Letty. Je suis principalement rôliste. Je fais aussi fait du GN pendant plusieurs années. Et sinon, plus professionnellement, je suis bibliothécaire. Voilà. D'accord. Alors, pour dire, ça me fait plaisir de t'avoir puisque moi j'ai commencé la scénarisation sous ta coupe, si je peux dire comme ça. Parce que moi j'étais tout jeune Oui, tu peux le orga et dire comme toi ça. tu étais déjà orga expérimenté quand j'ai rejoint pour la première fois un gène et que j'ai commencé à scénariser. Donc il y a pas mal de choses que j'ai appris de toi. Est-ce que pour commencer tu pourrais parler d'un des gènes qui t'a le plus marqué, où tu as pu scénariser, tu as eu des choses à créer, quel a été... Alors, un GN qui m'a marqué ou un GN où j'ai scénarisé? Parce que ça va être un petit peu les... Ouais, que tu as scénarisé et qui t'a marqué. Je dirais que le projet qui m'a un petit peu forgé, ça a été un truc qui s'appelait La Vente Interdite, qui remonte à, oh mon Dieu, qui remonte à un peu avant le début des années, ouais, quelque chose comme 2012-2013, et qui est le premier projet de GN que j'ai vraiment posé sur papier. J'avais des idées, des trucs machin, et en fait, j'ai pris mon baluchon et j'ai fait le tour un peu des assos que je connaissais. J'ai déjà reli joueur depuis un petit moment. Et pour essayer de trouver une asso que ça m'intéressait de monter ce projet. Et j'ai absolument trouvé personne pour m'aider. Du coup, ça m'a vraiment... Oui, non, je sais, ça peut être un bien, mais ça m'a surtout fait prendre conscience de ce dont on avait vraiment besoin matériellement pour construire un GN, en fait. C'est très bien sans inventer un univers un peu construit, un système de règles, tout ça. Mais il faut une équipe, faut du soutien, il faut des gens qui savent faire de la technique, il faut des gens motivés, etc. Et, euh, et ça m'a permis de sortir un peu du monde du rêve, quelque part, pour vraiment toucher du doigt, ce qu'il fallait vraiment pour monter ce genre de projet. Mais c'est à partir de là que j'ai rencontré d'autres orgas qui m'ont fait participer à des trucs à eux, que j'ai fait mes armes et tout. Mais c'est à partir de là que je suis vraiment passé du côté orga de la force, on va dire. Du côté orga de la force, quasiment obscur, hein. Alors, on ne nous reprend pas là-dedans. Comme dirait Didier Super, mais bien. Alors, la vente interdite, parce que toi, tu m'en as déjà pas mal parlé au fil des années, ça consistait en quoi? Alors, la vente interdite, ma foi, était un projet de gène contemporain. Parce qu'en fait, j'avais principalement fait, comme la plupart des génistes français à l'époque, j'ai principalement fait du GN médiéval, enfin, GN médiéval avec des grosses guillemets, hein, bien sûr. Et c'est vrai que moi, j'ai une petite tendresse pour les mondes contemporains, enfin, beaucoup à l'époque en tout cas. Et j'avais fait un GN Harry Potter, c'est ce qui s'était passé avec la Citadelle de Rock, si je dis pas de bêtises, où ils avaient présenté un système de jeu, j'entrerai pas trop dans le détail, hein, c'est un peu compliqué, mais qui permettait complètement de jouer dans un monde contemporain avec des armes, des choses comme ça, sans avoir besoin de partir sur des histoires de sécurité, de plomb, de balles de nerf et autres. Et du coup, cet aspect-là a complètement débloqué pas mal de problèmes que je rencontrais quand je commençais à réfléchir à ce genre de projet. Donc du coup, je suis parti là-dessus. Et donc pour la vente interdite, en substance, l'idée était la suivante, c'est que c'était une sorte d'événement un petit peu qui mélangeait un petit peu la pègre, les jet-setters, les machins comme ça, autour de la vente d'objets extrêmement rares et extrêmement précieux, et cachés dans les rangs des futurs acheteurs et vendeurs. Il y avait des vampires, des loups-garous, des magiciens et autres. Et c'était pour eux une très belle occasion de se mettre une méchante branlée les uns les autres. Dans les grandes lignes, c'était ça. Ouais, donc du coup, sur du contempo fantastique.
contempo fantastique sombre, ouais. D'accord. Et aujourd'hui, ton appétence, ça va vers quel type d'univers? Alors aujourd'hui, c'est un petit peu, quel type d'univers? J'aime toujours beaucoup les univers contemporains, même si j'en fais pas autant que je voudrais, j'aime toujours bien ça, parce que c'est quand même vachement plus facile d'être évocateur sur des choses qu'on partage tous. Parce qu'on y vit tous dans le monde contemporain, enfin presque tous, enfin j'espère. Et à côté, j'ai eu un petit coup de remember, un petit coup de nostalgie ces dernières années pour du bon vieux Medfan avec des magiciens, des rangers, des dragons, tout ça. Enfin, un petit peu dans les classiques. Et j'aime bien aussi les univers un petit peu. Alors, je mets des très grosses guillemets aussi, un petit peu cartoonesques. Un petit peu dans le genre de, par exemple, il est un petit peu confidentiel ce jeu, mais un peu dans le genre de post-mortem, où il y a quand même un aspect humoristique, où l'univers va utiliser, je sais pas, par exemple, les règles du cinéma bis, ou de la BD, ou des trucs comme ça. Les jeux d'horreur où le jeu vous dit, bon, bah, il est 14h23, et comme tous les jours, en Transylvanie, le soleil se couche sur le château du Seigneur Vampire, comme ça. J'aime bien aussi ce genre d'univers. Je suis plutôt touche à tout. Ouais, Si je devais conclure, je dirais que je suis plutôt touche à tout. d'accord. Alors du coup, comment tu imagines un univers, un jeu? Quelle est ta réflexion de départ? Qu'est-ce qui t'inspire de base pour te dire, par exemple, je vais créer... Tu veux dire comment j'en arrive à démarrer un projet, quoi. C'est ça. Ok. Eh ben, généralement, une inspiration qui peut venir d'un peu n'importe où. J'ai un univers qui est parti complètement d'un clip de musique dont je me souviens même plus du nom du groupe parce qu'il y avait un truc à un moment. Et en fait, ça va un peu maturer. L'idée va commencer un petit peu à se complexifier. Et si je finis par trouver un moyen de la rendre concrète, parce il y a ça aussi, hein, pour un truc un peu développé, combien j'ai de trucs empilés dans la cave qui ne serviront jamais à rien. Et du coup, si je vais à le mettre, on va dire, à en faire un jeu, à l'organiser, va trouver un système de règles qui tourne avec, etc. Là, je vais l'approfondir à fond. On va dire, voilà, c'est comme ça. D'accord. Et du coup, Mais ouais, tu te voilà, c'est prives, vraiment du feeling, quoi. oui, tu prends tes inspirations un peu là où ça t'inspire au final. Oui, oui. Alors, Mais sinon, niveau inspiration, plus globalement, là, je te parle vraiment hmm, pour ce qui me fait démarrer un projet, mais en termes d'inspiration, là, j'ai des inspirations comme n'importe quel créatif. Qu'est-ce que je pourrais citer? Mon Dieu, il y en a plein. Euh, le cinéma de genre m'a beaucoup inspiré. Je suis notamment un grand fan de réalisateurs comme John Carpenter, choses comme ça, qui ont fait des films d'action fantastique à l'époque où j'étais encore jeune et très très influençable. Je pense notamment à Ghost of Mars, à Vampire, etc. Je suis aussi beaucoup inspiré par, on peut dire des marques. oui, tu peux dire des marques, il n'y a pas de Ouais, d'accord. souci. Beaucoup par l'univers de Warhammer 40 000, c'est un copain qui m'a fait découvrir ça quand j'étais au lycée, qui lui est un adepte au-delà de toute description de Warhammer. Et l'univers de Warhammer 40 000, notamment l'Imperium. L'Imperium des humains m'a pas mal influencé. Je m'en rends compte un peu a posteriori, mais c'est pas tant le jeu en lui-même que vraiment tout ce qui va plutôt être la patte, les designs, les visuels, les choses comme ça. Et sinon, bah, il y a aussi tout simplement l'histoire, hein. Je suis moi-même un ancien diplômé d'histoire. Enfin, je suis toujours diplômé techniquement, enfin, j'espère. Et du coup, il y a beaucoup de choses à exploiter dans l'histoire en elle-même. Même si je prétendrai jamais, je pense, faire un truc vraiment comme expression histocrédible.
parce que, ça m'obligera à me poser des limites qui ne m'intéressent pas forcément. Et deux, quand on se lance là-dedans, ça devient une guerre du détail. Enfin voilà, je laisse ça à des gens beaucoup plus érudits que je ne le suis. Et je préfère m'inspirer et inventer quelque chose à partir de là plutôt que d'affirmer que bah, voilà, l'Empire mongol, c'était ça. Et ouais, c'est ça l'idée. Et sinon, Et voilà, je sinon, pense que plein d'autres j'ai fait le choses, tour. du comics, du Cthulhu, les grands classiques, les choses comme ça. Ouais, c'est vrai que je lis beaucoup aussi. Je lis beaucoup aussi, donc beaucoup de choses qui. Voilà, mais c'est vrai que j'ai lu beaucoup de Lovecraft. C'est bien de le faire remarquer. Merci, Caleb. Mais je t'en prie, je suis là pour ça. Du coup, oui, tu as un très gros background d'histoire, hein, puisque tu l'as même dit, tu es diplômé d'histoire. Du coup, sur la création de tes peuples, plus précisément, tu utilises énormément de tes connaissances, de tes recherches sur, on va dire, une base d'inspiration historique, et après, tu fais juste sauter les jalons qui vont te bloquer pour aller plus loin dans ta réflexion. Oui, mon cursus d'histoire, bon, après, il y a certains personnages, il y a ou certains événements, ou certains petits bouts qui, en fait, j'en parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui va me lancer sur une idée. Je sais que j'avais notamment travaillé sur un personnage il y a quelques années qui était pas mal inspiré de Clément de Metternich, qui est un homme politique contemporain de Napoléon. Je vous passe les détails. Mais globalement, je vais plutôt partir d'une idée. Et en fait, mes connaissances historiques vont plutôt me servir dans un deuxième temps quand je vais affiner mes univers. Parce qu'en fait, quand on commence à se dire, tiens, je sais pas, pour rire, on va dire, je vais faire un peuple de cavaliers. Des Mhm. mecs, les chevaux, c'est leur truc, par exemple. Et ben, C'est leur du passion. coup, c'est C'est leur leur passion, passion. comme un shérif. Et du coup, ben, déjà, il y a des visuels qui vont me revenir, des trucs que j'ai pu voir sur des gravures, parfois même des photos, parce que il y a de l'histoire récente tout à fait intéressante. Mais globalement, c'est plutôt quand je veux dire comment ils s'organisaient politiquement, qu'est-ce que c'était un peu, ou parfois tu sais un peu leur vie entre guillemets à côté du jeu. C'est Mhm. que ça donne de la profondeur au personnage parce que c'est pas forcé qu'il soit toujours voilà, que ce soit toujours crucial dans l'histoire ou dans les règles, dans le jeu, mais ça peut être intéressant de savoir que ben voilà, ils grandissent comme ça et que c'est pour ça qu'ils ont tendance, je sais pas moi, à traiter leurs ennemis de cette façon, ainsi de suite. Donc voilà, c'est plutôt dans ces trucs-là où je vais m'inspirer, trouver des idées, puis aussi reconstituer un peu la logique du truc. Les mecs sont des cavaliers, c'est logique qu'ils soient plutôt dans des coins plats, genre des steppes, des plaines, des choses comme ça. Enfin, c'est de réutiliser ce genre de choses c'est plutôt pour leur donner du corps à mes univers. Je me sers de mes Mhm. connaissances historiques. Ouais. Voilà. Oui, parce que des cavaliers qui seraient installés sur une plateforme pétrolière, c'est nettement moins intéressant. C'est des sacrés cavaliers. C'est des sacrés cavaliers. Je crois qu'on ne lit pas assez ça. C'est- On les oublie trop souvent, les pauvres. Exactement. Euh, alors, une petite question comme ça. Qu'est-ce que le toi d'aujourd'hui pourrait dire au jeune toi quand il a commencé à scénariser? Quels seraient tes conseils? Tu peux en choisir 5, par exemple, tes conseils que tu mets, que tu utilises aujourd'hui pour faire de la création. 5 conseils. Ou même moins, ou même plus. Oui, non, j'essaie d'organiser ma pensée, tout va bien. Je dirais, alors, basiquement, toujours, pour du GN comme pour du JDR, il faut toujours partir du concret, en fait. C'est très bien d'avoir une belle idée, quelque chose d'intéressant, mais il ne faut pas oublier que quel que soit ton projet, tu vas devoir le placer dans un cadre et que il vaut mieux partir enfin, je dis pas de totalement ignorer toute inspiration si on s'en sort plus, mais quand te vient une idée, essaie de la mettre directement dans le cadre avant de trop la développer parce que sinon tu vas te rendre compte après que tu ne peux plus l'utiliser. J'ai par exemple travaillé il y a quelque temps sur un petit JDR à destination des futurs rôlistes, hein. Donc La un jeune truc un petit génération. peu fantasy cartoon qui s'appelle Po. Et je me suis retrouvé comme un abruti à un moment donné à devoir faire quelque chose comme
presque 70 compétences spéciales, parce que j'ai d'abord eu plein d'idées d'hommes animaux super sympas, et après je me suis demandé comment j'en fais un système de règles pour que ce soit intéressant de jouer tel ou tel type de personnage. Et c'était pas du tout fait dans le bon sens. Voilà. Donc partir du concret donc pour du JDR, pour du GN, c'est pareil. C'est bien d'avoir une belle idée, une belle aspiration, mais déjà, c'est qu'est-ce que tu auras comme moyen, surtout qu'est-ce que tu as comme terrain, Oui. comment tu l'exploites. Parce que par exemple, une super idée de post-apo à la Mad Max, quand ton pool de terrain, c'est principalement des petits coins verts sympas en Dordogne, tu n'arriveras pas forcément à créer l'ambiance que tu veux. Donc, vaut mieux, bon, surtout pour les groupes, te laisser une bonne partie du concret des terrains, des règles, des choses comme ça. Inspirer ton boulot aussi. Si tu as un projet de GN, avance pas trop avant d'avoir vu l'endroit où tu vas aller, avec qui tu le fais, etc. Ouais. Voilà, c'est ça mon conseil, c'est partir du concret. Et sur la Euh, faisabilité d'une idée, on a une anecdote avec des ptérodactyles à représenter en GN et c'était assez compliqué, sans citer le GN ou quoi que ce soit. Mais j'ai eu l'occasion d'être coordinateur monde pour un GN il y a quelques années, où j'ai rencontré un Nantais à la réputation sulfureuse qui maintenant fait des interviews. Enfin bref, n'en parlerons pas. Et du coup, j'ai eu des propositions de background, des trucs, certaines assez folkloriques. Et je me souviens effectivement, j'étais un matin et pas forcément aussi réveillé que j'aurais dû. J'ai un des orgas qui m'envoie une petite t'as 2 minutes, j'ai une super idée. Et voilà. Et une demi-heure plus tard, j'ai essayé d'expliquer que là, dans le lore, essayer de caser des Mongols montés sur des ptérodactyles, c'était délicat. mais dans le contexte Euh, du jeu et de l'histoire du jeu. Et puis après, ça et peut être puis aussi, sympa. c'est compliqué en jeu. C'est Oui, compliqué, les ptérodactyles, c'est compliqué à faire venir en GN. Mais ouais. voilà, oui, ça, il faut partir du. Voilà, après l'idée, c'est pas non plus de brider l'imagination, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un autre conseil, essayer d'être au maximum cohérent. S'imposer à la base certains grands piliers dans ce que tu veux faire et pas trop les perdre de vue. Hein. Par exemple, je sais pas, tu veux faire un peuple, tu as envie de faire un univers dans lequel, je sais pas, par exemple, la magie est vraiment quelque chose de dangereux et de rare. C'est vraiment que quand un magicien est amené à lancer un sort, il doit absolument poser le pour et le contre. Il ne faut pas se laisser, par exemple, aller à la tentation de tous les ans inventer une nouvelle race de trucs magiques pour essayer de maintenir l'excitation des joueurs ou autre. Parce que si la règle c'est la magie c'est super dangereux et qu'au bout de 5 ans tu te retrouves avec 5 écoles de magiciens concurrentes qui vont devoir se réunir sur un groupe d'une centaine de joueurs, et ben tu vas te rendre compte un peu bêtement que même si tu n'en as pas l'impression, tu as un peu tué l'identité de ton jeu. Par exemple, ça peut être pour d'autres. Enfin là, je donne l'exemple de la magie, mais voilà. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme bah oui, si oui, 2 autres conseils. Un qui m'aurait fait pleurer, je pense. Euh, Honnêtement, tu veux réussir un bon GN, il vaut mieux avoir des bons techos, des bons animateurs, des bons PNJ que des bons scénaristes. Déjà, trouve tout ça. Après, commence à te prendre la tête sur le scénario. Mais voilà, c'est la vie du jeu qui fait vraiment avancer les gens. Donc, même si le scénario, il est un petit peu bateau, il est un petit peu. Voilà, il vaut mieux que les joueurs passent un bon moment, bien dans de très bonnes conditions, avec un jeu vivant et tout. Et que, en fait, à la fin, ils affrontent un énième seigneur vivant qui veut ouvrir une porte sur l'enfer. Plutôt que de faire un scénario de dingue, un truc extraordinaire, un machin oscarisable, dont les joueurs ne font rien parce qu'en fait, tu n'as pas du tout les moyens de le laisser se déployer sur le terrain. Alors, c'est triste pour les scénaristes, mais en priorité, un bon contexte de jeu. Et j'aurais un peu de temps à transférer ça aussi sur le JDR. Euh, Quel que soit ton univers, commence vraiment par te poser des questions sur ton système de règles. Parce qu'en fait, un monde de JDR, c'est comme notre monde à nous. C'est les règles de la nature, c'est les règles de ce qui s'est passé dans notre monde
qui ont donné leur forme aux civilisations, aux gens, etc. On parlait des cavaliers tout à l'heure. S'ils sont devenus extraordinaires, dangereux, violents, nombreux, etc., c'est parce qu'en fait, ils sont nés sur une plaine et que c'était idéal pour développer une civilisation de cavaliers. Et ben, en JDR, c'est un peu la même chose. Ton système de règles, en fait, c'est un outil précieux pour arriver à donner du concret dans ton jeu. Faut pas essayer après de prendre une masse et de déformer un système de règles pour que ça colle à ta super idée de PNJ ou à ta super idée de peuple trop cool. Parce que c'est là comme ça que le jeu va commencer à se déséquilibrer et que tu vas te retrouver avec des tables où par exemple il n'y a plus qu'une seule race qui est jouée parce que c'est la seule race qui soit vraiment intéressante en jeu vu que n'importe laquelle des autres se fait vaporiser en 2 minutes. Parce que voilà, il vaut mieux avoir un système de règles ferme sur lequel tu vas construire ton jeu plutôt que d'essayer de donner des coups de masse dedans pour essayer d'adapter à ce qui peut être des très bonnes idées, bien sûr. Mais si tu as une très bonne idée, mais que ça colle pas avec ton système de règles, tu la mets de côté, tu fais autre chose avec. Ma foi, voilà. Ah oui, et la dernière chose très importante, chose à laquelle je suis arrivé à constatation en observant plutôt d'autres organes que voilà, c'est que le JDR comme le GN, c'est pas un film, c'est pas une pièce de théâtre. Donc, quand on fait les personnages pour les joueurs, faut que ceci soit le moins invasif possible pour leur façon de les jouer. Donc, globalement, qu'ils aient une histoire, un boulot, une mission, c'est très bien. Il ne faut pas non plus qu'on passe notre vie sur leur épaule à tout le temps leur dire oui, non, mais ton personnage n'aurait pas fait comme ça. C'est le personnage, il a le rôle, pardon, le joueur a le personnage en lui-main. C'est lui qui va en faire quelque chose, c'est lui qui va le faire vivre, même si parfois, en fait, vraiment très souvent, très souvent, ça n'aura strictement aucun lien avec ce que tu avais envisagé. Mais comme on a dit, c'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma. C'est le joueur qui doit faire vivre le personnage. C'est pas à toi d'essayer de lui mettre un maximum de carcans, de systèmes de règles, de machin, pour le forcer à jouer comme tu voudrais qu'il soit joué. Si tu veux qu'il soit joué de la façon que tu veux qu'il soit joué, tu dis à tes potes, les gars, j'arrête l'organisation, je veux jouer ce personnage en jeu. Voilà, c'est tout. Mais globalement, il faut laisser les joueurs libres de jouer leur personnage sans être. Ah oui, c'est eux qui font vivre, de toute façon. Voilà, c'est mes conseils. Oui, non, je pense que j'ai fait le tour. C'est ça, on écrit parce qu'on aime ça, mais et parce que ça nous fait plaisir, mais quelque part, on écrit vraiment pour les autres. Parce que tu crées un JDR, bah, si un jour tu en fais un livre ou que tu le publies, quelque part, qu'il soit d'ailleurs payant ou gratuit, peu importe, bah après, tu n'as plus la main mise sur ton jeu, ça va être les MJ, les joueurs qui vont continuer à le faire vivre. Et le GN, bah, t'assures le cadre cohérent pour les joueurs, le confort, la sécurité, le beau jeu. Mais pareil, c'est une fois que c'est fini, que ça commence à être joué, ça t'échappe complètement des mains. Et laisser s'échapper des mains, je pense que c'est peut-être la partie la plus dure pour beaucoup de scénaristes. Bah oui, c'est qu'en fait, tu as une vision en tête. Parce que ça fait généralement, quand tu crées, je pense que c'est encore plus fort en GN. Parce qu'en GN, à la limite, tu crées une boîte à outils, après, il y a des gens font ce qu'ils peuvent. En GN, tu es vraiment sur un événement très court que tu prépares très longtemps à l'avance. Donc, forcément, tu t'imagines des trucs, tu vois comment les choses vont avoir lieu et tout, et t'espères très très fort qu'il pleuvra pas trop, et enfin, voilà. Et du coup, finalement, oui, tu te retrouves en fait à vouloir te mettre à la place des joueurs pour des personnages que tu aimes bien. Et c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, c'est pas toi qui vas le jouer le personnage, donc il vaut mieux. Voilà. Enfin bref, moi, c'est une opinion. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. On a tous le droit d'avoir une opinion, t'en fais pas. Ouais, oui. Encore heureux, c'est le but d'échanger. Ok. Alors, le vieux toi au jeune toi, on a vu ça avec tes conseils. Il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué et qui revient assez régulièrement quand on discute, c'est le concept de poser ses règles, de poser sa diégèse. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais. Alors, c'est un vaste sujet. Oui, je sais qu'il tient à cœur en plus. Ouais, en plus, parce qu'il est compliqué.
je sais par où commencer. Bah, déjà, j'ai un peu répondu tout à l'heure en donnant des conseils à Mmh. mon jeune moi. Si seulement il pouvait les entendre. Enfin bref. Du coup, oui. Que dire? Je disais, je pense que c'est important quand on crée un jeu, un univers, etc. C'est de se poser des fondamentaux fermes euh, qui te serviront plus tard quand tu te poseras des questions sur le développement du jeu, sa progression, son évolution. Parce que des fois, tu vas partir sur un projet qui va être très concret, qui va être Mmh. et qui va amener à des suites ou à des extensions ou des choses comme ça. Et que bah, on l'a tous vécu avec des jeux qu'on aime bien, c'est de tomber sur l'extension, on en parlait tout à l'heure, avec la nouvelle race ou la nouvelle classe ou le nouveau peuple, etc., qui défonce tout. Et du coup, on se demande, ouais, mais du coup, ça sert à quoi de jouer mon ancien perso? Vaut mieux que j'aille faire un truc dans la nouvelle fiction, etc. Et donc, en fait, la pose de la diégèse et du système de règles, en fait, ça permet de, quand on a un doute, c'est de se dire qu'est-ce que les principes de mon univers? Qu'est-ce que c'est la grande idée qu'il y a derrière? Et de se dire, est-ce que là, le truc que j'ai envie de faire va coller à ça? Euh, on parlait de la magie, je trouve que c'est un bon exemple. Euh, la magie, ça peut prendre des tas de formes en fonction des univers qu'on veut faire jouer. Enfin, la magie, les pouvoirs psychiques, vous appelez ça comme vous voulez. Hein. Mais souvent, le rapport de ton univers à cet aspect-là du jeu euh, va souvent jouer pas mal dans son identité. Par exemple, on peut prendre, je sais pas moi, deux grands écarts. Je pense d'un côté à l'appel de Cthulhu, Mmh. euh, où la magie est d'une dangerosité pour les joueurs. C'est très rare d'ailleurs d'avoir des personnages dans Cthulhu qui vraiment font de la magie concrètement. Hein, et sur l'autre côté du tableau, tu vas avoir des trucs genre Donjons et Dragons ou Ouais. Pathfinder, où la magie est quelque chose de très, très étudié, avec des extensions. C'est une part énorme du jeu. Voilà. Du coup, c'est complètement deux approches différentes. Euh, que dire d'autre? Bah, puis la magie, c'est toujours un sacré morceau à gérer. Souvent, ça s'intègre aussi en surcouche d'un univers déjà existant, hein. Si tu regardes un Donjons et Dragons, par exemple, tu as toutes les règles de combat, et cetera, d'interaction, et tu as un autre livre qui est juste dédié à la magie, comme si la magie, en fait, était une surcouche du jeu, parce que il y a quelqu'un qui s'est dit: «Eh, en fait, ça serait génial de pouvoir faire, de la magie», et puis on rajoute des couches et des couches sur des couches, et ça devient difficile, en fait, de s'y Bah, retrouver, d'avoir le une truc, identité forte. ouais, mais c'est que c'est tentant pour des gens qui en plus doivent entre guillemets en vivre, c'est de maintenir un peu Mmh. de maintenir le public en éveil, quoi. Donc c'est cool de ramener un nouveau character design, un nouveau machin. C'est toujours vraiment, et je comprends. Et moi-même, il m'arrive de faire ma groupie stupide hein, face à des trucs Ah comme oui, on ça. apprécie Mais, toujours, hein. du coup, c'est vrai que voilà. En fait, c'est pour ça l'important de poser des choses bien, de poser des choses fermes qui vont être encore et toujours les règles de ton univers. Ça permet aussi aux joueurs d'y percevoir une identité, Mmh. d'avoir entre guillemets, des vraies réactions quand ils jouent. Oui. Si ils en sont à leur cinquième opus d'un GN, par exemple, et qu'il y a, je sais pas moi, les paladins, machin truc, objectivement, j'en sais rien, moi, c'est des Terminators. Ils sont intombables. On les sort une fois de temps en temps pour faire un Deus Ex Machina. Ils les ont vus tomber des troupes entières de mecs, ils les ont vus encaisser des sortilèges de ouf. Et là, d'un seul coup, un mec encapuchonné arrive, en touche un, et ça le tue instantanément. Et ben là, les joueurs vont se dire, oh putain de bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Oui. Et on n'aura pas besoin d'en faire des caisses eux-mêmes, parce qu'ils auront cet aspect-là de l'univers en tête, le fait que ces gars-là, c'était des monstres, et que là, il y a un type encore pire qui vient d'apparaître. Ils vont d'eux-mêmes se dire que ce gars-là est extrêmement dangereux. On n'aura pas besoin de mettre des effets spéciaux, de faire péter des trucs. Ils vont se, ils vont se le dire d'eux-mêmes et ils vont se l'associer eux-mêmes à une idée de peur. C'est là qu'on arrive d'ailleurs un peu à l'effet de bleed, d'une certaine façon. Il y a cet aspect-là.
Il y a aussi ce que toi, tu veux que ton jeu puisse transmettre aux gens. Ça, c'est un autre aspect un petit peu de la diégèse. Par exemple, c'est un truc, moi, qui me travaille depuis quelques années pour avoir joué à des jeux, essayé d'en créer moi-même, Mhm. etc. Plus en JDR qu'en GN, hein, on va dire d'ailleurs. Mais c'est qu'en fait, c'est de faire du JDR euh, où le combat n'est qu'un aspect et pas une finalité qui essaie de pas avoir l'air trop en avant. Je sais qu'il y a un truc qui me fait toujours rigoler quand j'ouvre un bouquin de JDR, c'est de prendre un livre qui a 70 pages de trucs sur le combat, Oui, avec des règles ultra complexes de gestion de cases au sol, de trucs comme ça. prise en Euh, tenaille. voilà, des trucs, des règles où des fois tu te demandes, mais c'est quoi le lien entre le nom de cette règle et le fonctionnement exact? Et d'avoir quand même dans l'intro les orgas qui partent, je ne sais pas, une sorte de. Je sais pas ce qu'il faut le dire, peut-être, c'est un petit peu formel de dire. Et surtout, n'oubliez pas, hein, le principal, c'est le roleplay. Il n'y a pas de mal à vouloir jouer un JDR avec un système de règles complexe et justement d'en profiter parce qu'on aime faire de la stratégie, qu'on aime faire de la Mhm. tactique. Mais justement, c'est d'essayer de ne faire que le combat ne soit qu'un aspect. Parce que j'ai toujours un peu, mais c'est bon, après, c'est peut-être un manque de culture de ma part, mais la plupart des JDR que j'ai croisés ces dernières années ont un chapitre combat qui est généralement plus long que n'importe quel autre chapitre du jeu, voire plusieurs autres chapitres du jeu. Et moi-même, je suis dans ce travers-là, hein. Je pense à des projets que j'ai fait comme Bad Guys, par exemple qui est officiellement un jeu action-aventure, hein, où en fait j'ai mon système de règles de base pour faire à peu près tout dans le jeu qui va tenir sur une page et demie. Et quand on commence à parler de combat, et ben c'est 4 ou 5 fois ce volume. Et donc du coup, par exemple, voilà, sur les projets plus récents, euh, j'essaie de m'imposer que le combat ne soit qu'un aspect qui Mm. commence pas, entre guillemets, à faire tanguer l'ensemble dans sa direction. Et je me rends compte que ce n'est pas facile, parce que j'ai l'habitude de faire des systèmes de jeu avec du combat et d'en voir avec du combat, avec beaucoup de combat. Et voilà. Et donc, c'est de se dire, par exemple, c'est pouvoir communiquer ça à des joueurs, c'est que le combat n'est pas forcément la solution. Oui. Oui, Il va falloir fuir devant certains ennemis c'est ça, ou on le même qu'il y a voit. des. Je disais, on le Mais je voit un pense qu'il n'y a peu pas. arriver Voilà. sur la toile, hein, dans des articles, des choses comme ça qui disent, mais attendez, le combat, vous pouvez fuir en fait, vous pouvez faire plein de choses autres que juste taper bêtement sur quelqu'un, hein. La fuite. Et c'est vrai, quand tu disais, là, tu étais un manque de culture, j'étais en train de lever les yeux vers mon étagère de livres de JDR. Et ouais, c'est vrai que généralement, alors peut-être dans les JDR un peu plus grand public, hein, j'ai quelques JDR indés, mais c'est vrai que le combat a une part très importante. Je pense aussi, ça vient peut-être, alors je sais pas ce que tu en penses, si tu veux me le dire, aussi de notre vision, on va dire, vidéoludique avec les jeux vidéo. Beaucoup de jeux vidéo, au final, c'est une quête, mais dans la quête, si tu prends un Assassin's Creed, hein, typiquement, il y a toujours des phases de combat et un arc va finir sur une phase de combat, révélation à la fin du combat, et tu repars sur un autre arc et puis révélation. Donc, on a peut-être encore aujourd'hui cette déformation due à la sphère vidéoludique. Là, je suis assez d'accord. Je suis moi-même, quand je joue aux jeux vidéo, je suis très mauvais au corps à corps. C'est trop d'informations. Il faut que je tape un gars et en plus il y a des jauges. Enfin, je suis perdu moi. Mais ça va trop vite pour moi. Et donc généralement, je joue des rangers, des mecs un peu prudents. Et il arrive très régulièrement, alors que je suis d'une prudence frôlant la paranoïa, qu'une cinématique me dise ah bah non mais finalement tu vas aller meuler au cac mec. Et bah non je voulais pas et du coup bon bah tu te fais baiser. Plus largement oui effectivement. Mais après je pense qu'en fait c'est que ça découle d'un truc qui est assez simple je dirais. C'est qu'en fait on parlait tout à l'heure que la construction des choses se fait à cause des règles qu'elles avaient à l'origine. Jeux vidéo comme une grande partie des JDR qu'on fait maintenant, en fait, ils ont entre guillemets les problèmes génétiques qui viennent de leurs ancêtres.
Je pense par exemple au JDR papier, on parlait de Donjons et Dragons, de Pathfinder, etc. En fait, ça vient pas mal, si j'ai bien compris, de jeux de stratégie militaire. Mm. Et en fait, il y a des mecs qui se sont dit. En fait, dans ces jeux, il y avait des héros, des personnages un peu. Enfin, comme il y a on revient à Warhammer, comme il y a les personnages élites et QG dans Warhammer, et qui en fait font leur vie un peu de leur côté, ont des capacités et tout, mais sont réfléchis en réalité comme des unités dans ces jeux de stratégie. C'est pour ça les points de vie. Mhm. À l'origine, les points de vie, c'est le nombre de personnes par unité. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont décidé d'en faire un jeu où il n'y a que les héros. Et puis ils se sont dit, ce serait aussi cool. Et je pense qu'en fait, c'est que le roleplay, tout ça, c'est rajouté en cours de route. Mais que ça reste quand même assez lié à l'ADN du truc. Et je pense qu'en jeu vidéo, c'est pareil. À l'origine, c'était des systèmes très simples. Hein, Mm. et que maintenant que c'est plus complexe, il y a quand même Après, on dit ça, mais il y a tellement de jeux indés, de machins qui font des trucs complètement différents, même des jeux pas indés du tout. Hein. Je pense à Mario, qui est pas fondamentalement un jeu de combat, en fait. Hein, mais Oui. bon, il y a une opposition à vaincre, mais bref. Je suis pas forcément un spécialiste des jeux vidéo. Je vais pas me lancer non plus là-dedans, mais globalement, oui. Je pense que ça, c'est une histoire d'ADN aussi. Ah, Que c'est compliqué même si on s'en rend pas forcément compte, de couper avec l'endroit d'où viennent les jeux auxquels on joue. ah bah, on dit Je sais pas bien si je suis très aussi clair. un genre qui est le porte-monstre trésor, hein. Mais il faut comprendre, c'est agréable. Ah oui. Non, je pense que là, il faut qu'on ait un petit moment, qu'on prenne un petit moment pour repenser à tous ces MJ qui sont en sous-nombre par rapport à leur PJ et qui doivent produire rapidement du scénar pour la Oui. campagne, pour la partie de vendredi. Et qu'il faut reconnaître qu'un bon vieux donjon, quand tu n'as plus d'idées ou que tu es pressé, c'est quand même pratique. C'est pas beau de le dire comme ça, mais c'est vrai que euh, si, c'est aussi de la pratique du JDR en soi. C'est que moi, j'ai fait un playtest d'un de mes concepts il y a quelques temps, et qu'il fallait que j'ai régulièrement des scénars pour tester différents aspects du jeu. Mm. Et que c'est vrai qu'on m'a fait la remarque, et c'était très vrai, que globalement, eh ben, le maître donne des consignes, les joueurs qui jouent ses serviteurs font la mission et reviennent. Et que c'est vrai que d'un point de vue aventure, tout ça, ben, c'était un peu. Hein, mais c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là, hein, c'est que c'est parfois plus simple de jouer sur les rails. Ça permet d'organiser les parties plus vite, ça permet de maintenir le groupe en cohérence longtemps. Je pense qu'il y a cet aspect-là aussi qu'il faut pas Ouais, perdre et de vue. puis ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a plein de types de JDR différents. Et puis, tu as le JDR à jouer en campagne, mais tu as aussi les JDR, on va dire, entre guillemets, apéro. Tu es là le Mm. soir, tu vois, tu es autour de tes merguez, une petite bière à main, tu lances un JDR. Bah, un JDR apéro qui a des mécaniques qui se fabriquent très rapidement, bah, c'est 5 heures à jouer avec des copains sur un petit JDR. Voilà, sans de vrais enjeux en termes de personnages, on va dire, et de lore, mais avec juste l'enjeu de passer une bonne soirée autour d'une table à lancer des dés, quoi. Mhm. Non, mais je suis d'accord. Mais d'ailleurs, Mm. dans ce genre de système-là aussi, si tu veux faire partir une partie rapidement, que tu veux un petit peu aussi maîtriser le timing, c'est vrai que des fois, tu es obligé de te mettre certaines contraintes, et les formats, comme on disait, le monstre trésor est pratique pour ça. C'est les contraintes du direct, quoi. Et puis, pour encore l'aspect combat, puisqu'on échange assez souvent ensemble sur l'aspect combat, puisque moi aussi j'ai des difficultés avec les aspects trop combat, et notamment sur la narration, hein, c'est toujours assez chiant pour les MJ et pour les joueurs. Tu casses quand même pas mal de RP, hein. Bon, alors, c'est à qui l'initiative? Je fais quoi? Bah, je tape. T'as réussi, j'ai touché, fait tes dégâts. Mais je me suis un peu perdu. Mais t'avais aussi le combat aussi est utilisé comme jauge d'XP pour montrer que ton personnage, il apex, il est de plus en plus fort en fait. Sur beaucoup de JDR, c'est un peu comme sur le jeu vidéo. Enfin, la plupart des jeux vidéo, alors, action, on va dire, hein, ton perso, tu sais qu'il a évolué parce qu'il est de plus en plus fort. Et tu tapes au début, bah, les ennemis te font très mal, puis à la fin, bah, t'arrives juste avec ton bulldozer pour rouler sur les ennemis, hein. Ouais, ça, c'est vrai. Après, il y a aussi ça, c'est que c'est parfois compliqué de quantifier. Le combat est plutôt facile à quantifier. Tu as des notions de points de vie, tu as des Mm. notions de dégâts, etc. Et du coup, c'est vrai que pour créer un système qui sera
ouvert à plein de gens, qu'il faut avec le bouquin, il suffit d'avoir le bouquin pour pouvoir le jouer. Et c'est vrai que c'est quand même un confort d'avoir un système cadré. C'est vrai que les systèmes de combat, justement, avec leurs points de dégâts, leurs points de vie, leurs dés, leurs bonus, leurs attaques spéciales, c'est plus simple. Par exemple, les systèmes qui vont jouer sur la notion de charisme, de séduction, etc. En fait, le truc, c'est que ça peut rapidement devenir quelque chose de overskill. Par exemple, c'est que si imaginons, tu as un perso qui a un charisme de dingue, qui a mis tous ses points là-dedans et qui a évolué, qui en a mis encore plus dedans, au bout d'un moment, c'est même plus du charisme, c'est du contrôle mental de tout ce qui passe à portée de sa voix chaude et savoureuse. Et c'est vrai que ça, c'est plus compliqué de faire des échelles de contrôle mental, etc. Ça existe, hein, bien sûr, mais après, il y a plein de gens qui ont résolu ce genre de problème dans des JDR, il n'y a pas de souci, Oui. mais puis il y a aussi cet aspect-là, mais ça revient aussi un peu en GN, hein, et qui est quelque chose qui en fait découle pas mal de la vraie vie. Hein. C'est que quand tu as le perso le plus fort de la table, et ben quand tu as envie que les autres joueurs fassent quelque chose, et ben ils vont le faire. Sinon, ils vont se faire tuer. Et ça, je l'ai vu en GN, hein, cette économie-là du truc, même sous des formes parfois pas forcément glorieuses en termes de RP. J'ai le souvenir d'avoir joué dans un groupe une fois où moi et mon frère, on avait été un peu en mode pièce rajoutée. Et on emmerdait un petit peu le groupe en place. Je n'ai pas forcément le détail du pourquoi, du comment, mais et je sais que j'essayais de proposer un truc et il y a un des gars qui n'avait pas envie de m'écouter, visiblement, ça l'emmerdait. Il m'a dit, tu vois ce couteau là, sur mon armure, il tape à 8 plus. Donc quand je parle, tu la fermes. Et là, alors déjà, j'ai pleuré face à cette magnifique interprétation de son personnage. Mais oui, effectivement, hein, s'il a envie de me buter et de mettre fin à l'aventure de mon personnage maintenant, il peut. Et du coup, il y a des gens qui sont en demande de ce genre de truc, Oui. qui font ce genre de jeu pour le côté Ah, pour le gros, puissance, le côté les gros billes, hein. domination de l'environnement, parce que dans leur vie, c'est peut-être pas terrible, ou qu'ils aiment ça vraiment beaucoup. Je sais pas. Il y a des gens qui font ça, hein, ouais, c'est les gros billes, hein, ça fait partie des Mm. caractères de joueurs qu'on peut retrouver, hein. Le bid max, le gros bill, toujours un peu compliqué à gérer. Mais d'ailleurs, tiens, quand tu crées tes règles et tes univers, je vais réussir à l'articuler Mm. celui-là, tu les prends en considération, ces gens-là? Oh oui. Oh oui, j'en connais personnellement. Et du coup, oui, je les prends en compte. Alors, j'ai deux méthodologies. La première, c'est que j'ai des systèmes de jeu qui sont des systèmes pour ma gueule, que j'utilise que pour jouer moi avec des gens que je connais bien et que je sais qu'il n'y aura pas de problème. Et qui, mis entre les mains d'un gros bill, serait une catastrophe. Je n'ai pas empêché d'avoir l'image de Conan le barbare qui se retrouve dans un jardin japonais et qui est dans un magnifique jardin japonais parfaitement organisé et qui détruit tout. Mais voilà, une première chose, c'est malheureusement, je sélectionne mes joueurs pour certains systèmes parce que je sais que si je mets un scoreur ou un machin là-dedans, il va exploiter la moindre faille, le moindre truc on en reparlera de ça, c'est intéressant, de bonne entente entre les joueurs pour faire des trucs. Oui, puis en me sortant avec un regard bovin, oui, mais c'est dans les règles. Et l'autre aspect, c'est que je fais des systèmes où il n'y a pas de classe dominante. Mon système de jeu que j'appelle le système player, qui est un système de jeu avec des cartes à jouer, notamment dans sa mouture Bad Guys, où il y a cinq classes slash races, un petit peu, je détaillerai peut-être plus tard, mais en fait, chaque classe a ses points faibles et ses points forts, ce qui fait que même si on amène une des classes à son paroxysme, il y aura toujours quelqu'un qui pourra leur en mettre une avec une aisance terrible. Je prends l'exemple, pareil, la classe bourrine, la classe du combattant corps à corps extrêmement violente. C'est vrai que en face à face, elle peut à haut niveau, bon, elle est là pour ça, hein, Mmh. c'est un moulin à viande, hein, mais il y a des classes qui peuvent, comme ça, prendre mentalement le contrôle du personnage
et du coup, toute sa force se retourne contre lui. Et il y a des classes qui, elles, par contre, sont totalement immunisées à ce pouvoir de contrôle mental, et ainsi de suite, un peu comme une sorte de poule renard vipère, Ouais, vois-tu? ouais, je vois bien, ouais. Donc j'essaye de ne pas perdre de vue ce genre de choses pour déjà éviter cet effet lamentable. Enfin, moi, le truc qui m'emmerde prodigieusement, hein, c'est quand je vois justement. À une époque, je jouais à Magic l'Assemblée, jeu de cartes qui revient bien, j'ai l'impression, en ce moment. Ouais. Et du coup, j'avais entendu parler un peu des tournois à haut niveau, je ne suis pas du tout compétent pour ça, mais et où en fait, j'entendais que globalement, tous les joueurs avaient le même deck, Oui. parce que c'est ce deck-là qui marche. Et ça, je trouve ça d'un point de vue roleplay, background, etc., d'une tristesse. Ah, puis même mécanique de jeu, s'il n'y a pas de différence, c'est un peu dommage. Voilà, après bon, je critique pas l'aspect tactique, tout ça, mais Hmm. si ton système de jeu fait qu'il n'y a qu'une seule classe qui vaut le coup d'être jouée, c'est que tu as, je pense, commis une erreur quelque part. À quoi ça sert d'avoir d'autres classes si elles valent pas la peine d'être jouées? C'est ça. Et parce que si même ces autres classes vont à jouer sur d'autres aspects du jeu, si au final, quoi qu'elles fassent, dès que le gros patator arrive et dit oui, mais maintenant c'est comme ça, et ben ça sert à rien de la jouer, hein. Autant tous faire des patators et voilà. Et comme je l'ai dit, je suis pas bon hein, pour jouer les patators, moi, donc donc c'est voilà, je joue un peu pour ma part, sinon blague à part, voilà, j'essaye soit je fais des jeux que je me réserve un peu pour moi ou pour des gens avec qui je joue avec des gens qui sont entre guillemets dans un état d'esprit où ils vont pas chercher le petit point de règle. Mais par contre, quand je fais des jeux qui sont destinés à je dirais un public plus large, j'essaie de me débrouiller pour qu'ils soient obligés d'être gentils les uns avec les autres parce que il n'y a pas de classe suprême. Enfin, j'espère, je travaille beaucoup, je fais des playtests et tout pour éviter que ça arrive. Hein, je sais que j'ai eu un moment hein, d'une erreur d'une erreur monumentale de scoring, créer une guerrière qui mettait des coups d'épée nucléaires dans les gens. Il a fallu absolument retailler ses comptes parce que c'était terrible. Mais voilà, j'essaye au maximum de faire ça. Après, il y a peut-être d'autres approches. Hein, je fais ce que je peux. Mais voilà. Mais oui, et puis même dans des jeux commerciaux à succès hein, comme Pathfinder, il y a certaines classes, arrivées à un certain niveau, en fait, ça vaut même, il n'y a plus de saveur à les jouer parce que je pense à un barbare qui, s'il a bien, ou par accident, a mis ses points, ça devient juste un char d'assaut, il fait tout seul et les autres le regardent, quoi. Donc ça arrive même sur des choses dont les gens sont professionnels et c'est une licence mondiale, on va dire. Et mine de rien, c'est beaucoup d'efforts en fait pour s'assurer d'une chose, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est la bonne entente autour de la table et le plaisir entre les joueurs. Ça, c'est encore autre chose. Ça. Mais ouais, ouais, non, mais après, comme je le disais tout à l'heure, les gens qui produisent en professionnel, ils ont des contraintes que j'ai pas Oui. et que justement je cherche pas trop. Ils ont des contraintes de timing, ils ont des contraintes aussi de demande du public. Et il y a aussi que bah, des fois, justement, ça, je trouve que c'est intéressant, euh, qui en fait, c'est aussi comment s'exploitent et s'interprètent les règles. Je sais que un des premiers vrais GN, bon, c'était un truc toute petite échelle fait pour une bande de potes qui se sont tapés dessus une après-midi dans la ferme d'un copain. Mais j'ai dû quand même faire des règles, surtout que c'était justement une catégorie de potes où ouais, quand tu joues à un jeu avec eux, faut surveiller leurs mains, quoi. Mais ouais, ouais, eux, ils sont là pour gagner. Du coup, j'ai fait un système de règles et je sais que j'ai dû me travailler la tronche un bon moment avant de trouver comment bien formuler la chose. Euh, et finalement, c'est un système qui est resté, et je crois que même quand je l'ai remis dans le système de ton GN à toi, Dacia, c'est les trois fameux principes de la sécurité, du roleplay et du fair play. Mhm. Donc je passe sur la sécurité et le roleplay, mais en fait c'était sur le fair play, c'est qu'en fait c'est un des points que je remets tout le temps, c'est si jamais vous constatez qu'il y a une faille dans les règles. Je pense par exemple au fait que ça sert à rien de taper sur les mains des joueurs pour leur mettre des points de dégâts dans un GN, parce que bah, déjà ça fait pas des coups mortels, quoi. Bref. Mais que d'un autre côté, il faut pas que les gens se servent de ça pour rattraper les lames des ennemis, Oui. parce que c'est pas gentil.
et de se dire, si vous tombez sur une faille comme ça des règles, souvenez-vous que c'est du jeu de rôle, qu'il n'y a rien à gagner. Donc, si vous tombez sur une faille, n'essayez pas d'en abuser à fond les ballons, et même, limite, venez nous voir, parlez-en de nous, ça nous intéresse. Mais il y a des choses sur lesquelles, malheureusement, on peut se triturer la cervelle pendant 1000 ans et on ne trouvera pas de bonne façon de compenser le système. Et donc, oui, il y a des gens qui viendront, on a toujours des joueurs qui disent mais oui, mais c'était dans les règles, je vois pas où est le problème. Et ouais, oui, mais il y a une notion de fair play. T'es pas là que pour ton plaisir, tu es là aussi pour interagir avec d'autres joueurs. Donc, il faut que tu respectes faut que tu respectes tes petits camarades. Bah oui, c'est Euh, normal. oui, non, mais je sais, c'est bête, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué. Moi, c'est le truc qui me fait toujours chier, c'est quand j'ai l'impression d'avoir une bonne idée de système de jeu, je me dis, mec, il y a certainement quelque chose là-dedans qui va te déclencher une tempête de merde que tu n'as pas du tout anticipé. Si tu... Et voilà, hein, moi je sais que je me suis retrouvé une fois sur un de mes playtests à voir un de mes joueurs qui, pendant mes 45 minutes, a fait un espèce de tirage de nécromancie sur chaque putain de cadavre du champ de bataille. Il y en avait. Parce qu'il voulait être bien sûr d'avoir volé toutes les compétences possibles. Et je sais que tous les autres joueurs étaient dépités, ils en avaient ras-le-bol, ils voulaient avancer. Et Oui. qu'au final, j'ai fini par complètement péter le quatrième mur. Et écoute, mec, là, tous ces joueurs, tous ces personnages, c'est des soldats. Tu te doutes bien que je me suis pas emmerdé à leur faire une bio à chacun, même s'il y en a un dans le tas, il est vachement sympa. Mais globalement, ils ont tous plus ou moins deux packs de compétences. Il y a deux packs de compétences différents. Tu les as déjà tous les deux vus. Je suis pas en train de te cacher un soldat qui a secrètement le pouvoir de la magie quantique absolue au fond du champ de bataille, mais qui est mort parce qu'il n'avait pas bien vu arriver le coup de pelle de l'autre. Voilà, et là, c'était un moment où, en fait, c'était. Bon, moi, c'était mon erreur. Hein, c'est parce que j'avais créé Mmh. cette capacité qui permettait de voler des compétences sur les morts. Mais je sais que là, pour le coup, c'est. Non, moi, ça m'a fait chier, mais c'est surtout les autres joueurs qui se sont retrouvés coincés pendant 45 minutes à attendre que le gars ait fini de faire tous ces tirages, tous ces machins, tous ces trucs. Mais malheureusement, comme on disait, oui, mais c'était dans les règles. Donc, cette espèce d'équilibre-là, enfin, moi, c'est là-dessus que je m'arrache les cheveux. Oui, puis Voilà. c'est à ça que servent les playtests, hein, qu'on ne peut pas faire en GN pour le coup. On a la chance dans JDR de pouvoir faire les playtests et de voir toutes ces petites feuilles pour les corriger après. Différence GN, c'est one shot, hein, c'est un an de préparation, voire plus pour un opus sur un week-end ou voire un après-midi. Et là, c'est le playtest en live et puis après, bah, rendez-vous l'année prochaine pour voir et essayer de l'améliorer, quoi. Mais je me souviens quand ce truc que j'avais dit à une réunion justement des porteurs de légende, c'est le grand drame du GN, c'est que c'est pas un film du tout et que malheureusement, il n'aura pas son petit succès en DVD par la suite. Oui, Donc il faut qu'on réussisse tout de suite, quoi. c'est Malgré tous ça. les problèmes qu'il y a, On va faire des il cuts. faut se faire des gants. C'est un grand truc. Ouais, c'est vrai que ce serait tellement bien de pouvoir faire des GN Director's Cut, quoi. C'est c'est tellement de trucs Ouais, qu'il aurait fallu qu'on rattrape. Bref. ouais, peut-être qu'il y a un concept, hein, peut-être qu'un jour on ressortira nos premiers opus de GN avec un director's Ah ouais. cut. En plus, tu vois, avec depuis la Snyder Cut, j'ai l'impression que les director's cut, ça va arriver. Tu sais, tu Ah vois, bah, on peut c'était déjà refaire le bien même en premier place. opus, KM Cuts, Lecky Cut, et tu fais comme ça, c'est chaque orga qui fait son cut derrière. Ça va être une catastrophe. Oh, ça va être dur, ça va être long aussi à faire. Ouais, Parce qu'il faut se rappeler aussi de tout ce qui a quaqué et comment le réparer et te remettre d'aplomb quand il y a eu des Et surtout, il y couacs a sur des trucs qui ont certains. quaqué où on n'est pas au courant. Oui. Hein, où il y a des trucs qui ont quaqué et qu'on n'a vachement pas pris au sérieux, mais qui ont fait vraiment beaucoup de mal aux joueurs, en fait. Ou Euh, des choses qui n'étaient pas prévues, qui étaient. Parce que ça reste de l'improvisation. Et parce que c'était le moment, ces gens-là, cette interprétation-là, ça a donné peut-être la scène mémorable, la plus mémorable d'une partie des joueurs. Et puis, tu pourras jamais la refaire, la reproduire parce qu'elle était comme ça. Et c'est la magie des jeux vivants, en fait. hmm. Alors, on va arriver sur la fin de notre petite heure. Est-ce que tu as un mot pour la fin en tant que scénariste, créateur de JDR? Et puis, on l'a pas dit, hein, jeux de société, quelques petits jeux vidéo indés personnels. Oui, enfin, des morceaux, quoi. Non, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure de façon un peu classe?
Euh, c'est ouais, le truc, le truc le plus bateau du monde, mais qui restera très vrai quoi qu'il arrive, bah, c'est en faisant qu'on apprend. Donc, faut pas hésiter à faire des petits trucs et faut pas essayer de se prendre la tête avec entre guillemets, un projet de carrière ou je sais pas quoi. Faut jouer, faut faire jouer, faut aller travailler avec les autres. Il faut voilà. Enfin bon, je dis ça, je suis pas entre guillemets au bout d'un chemin où je peux faire une leçon, mais globalement, comme on dit, c'est beaucoup des petits trucs, c'est beaucoup des problèmes d'équilibre, de machin. Et globalement, c'est qu'en voyant les choses se faire qu'on peut progresser. Par exemple, moi, comme je disais, la chose qui m'a fait passer du cap de joueur à orga, c'est d'avoir été confronté à un système de jeu que j'avais jamais vu et qui m'a permis de régler des trucs. Mais si j'avais continué de rester dans mon coin, je l'aurais pas vu et j'aurais continué de me dire ah putain j'ai des super idées mais ça marchera jamais parce que de toute façon voilà. Et là non, il y a quelqu'un qui a bêtement, enfin, c'est un truc évident hein, maintenant, mais qui a réglé le truc et il dit ah bah c'était ça. Et il faut aussi pas avoir peur de faire des machins classiques. Je sais que c'est quelque chose, c'est très très à la mode, l'originalité, l'individualité, tout ça, mais arriver à faire quelque chose, un GN ou un JDR classique à la, j'ai presque envie de dire à la con, avec des teams composés basiquement du chevalier, de l'archer, du mec qui fait de la magie, du mec qui soigne. Arriver à faire quelque chose de propre, de fonctionnel, dans lequel les joueurs vont s'amuser, déjà, c'est pas facile. Avant même de se lancer sur des projets vachement plus intéressants avec des règles de psychologie complexes et tout. Déjà, arriver à juste faire ça, à faire tourner ça, un truc tout basique, c'est déjà beaucoup de choses que vous allez apprendre en le faisant, je dirais. Je sais que je sais que j'ai beaucoup appris dans mon projet Bad Guys, par exemple, qui honnêtement était juste une vanne hein, à la base. C'est une bande de monstres de cinéma des années 50 qui font des choses horribles pour leur maître. Hein, c'est des créatures Frankenstein, des zombies, des vampires, et mais vraiment ridicules, quoi. C'est des vampires avec le col, vous savez, comme ça, là. Et qui font des Draculito. trucs débiles. Hein. C'est des Draculitos qui font des trucs débiles et arriver juste à faire quelque chose, un système de jeu là-dessus qui marche et qui fonctionne. J'ai appris plein de trucs pour la suite. J'ai revu des systèmes plus ambitieux, des choses comme ça. Et grâce à ça, parce que j'ai pu voir les réactions des joueurs, j'ai pu voir les réactions des MJ, surtout j'ai dû me régler des soucis, j'ai dû régler des problèmes et ces problèmes, et du coup ces solutions m'ont servi pour la suite. Donc je reviens à ce que je disais au début, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais aussi en regardant les autres forger, et c'est en les regardant se planter, réussir, etc. Voilà. C'est mon petit mot de la fin, pas très construit, pas très organisé. Oh, la J'aurais dû me faire un complaisance. papier. J'aurais dû Moi, me faire un papier. je trouve vraiment très beau la citation, c'est en forgeant qu'on devient forgeron quand on est Ah, t'as vu, au hein. coin de la forge de la chaîne Forge Monde. Là, il y a un petit talent d'improvisation, mine de rien. Je suis un professionnel. Oui, oui. Eh ben, c'est parfait. Eh bien, merci Leki d'avoir participé, d'être prêté à l'exercice. Moi, je vais rendre l'antenne. C'était Kem de la Forge Monde. Je vous souhaite un bon samedi et un bon week-end de Pâques. Il ne faut pas l'oublier. On se donne rendez-vous le mois prochain. Allez, ciao.